Cette vidéo présente la couche liaison de données et plus particulièrement le protocole Ethernet. Grâce à la couche matérielle, nous avons de quoi propager le signal sur un support physique commun, que ce soit l'air, un câble électrique ou une fibre optique, par l'intermédiaire d'équipements réseau actifs comme un hub, entre plusieurs machines, et de le retranscrire sous forme de 0 et de 1. Nous allons nous intéresser maintenant à la couche Ethernet qui va permettre d'utiliser ces 0 et ces 1 de façon logique afin de permettre l'adressage et la transmission de messages. Messages qu'on appelle datagramme Ethernet entre les machines d'un même réseau. Tout d'abord, intéressons-nous à ce que c'est qu'une adresse Ethernet. Alors je dis bien Ethernet et pas Internet. J'insiste également que les adresses Ethernet ne sont pas les adresses IP. Et ces adresses IP, on les verra dans un prochain cours. Chaque adresse Ethernet possède un identifiant sur 6 octets unique au monde. Pour cela, chaque fabricant de carte réseau a un ensemble de préfixes uniques de 3 octets qui lui ont été attribués. En usine, charge à lui de numéroter ensuite les cartes réseau de façon unique en numérotant successivement les 3 octets restants. Par exemple, un des préfixes attribués au constructeur 3Com est 0010-4B. Une des cartes qui sortira de son usine pourra être 0010-4B EA 2B C3 et la suivante 0010-4B EA 2B C4. De la sorte, chaque carte Ethernet qui existe au monde est configurée en usine avec une adresse Ethernet unique. Une adresse Ethernet est également appelée adresse physique, adresse MAC ou encore adresse matérielle. Nous avons vu dans la couche matérielle que l'on pouvait relier les machines sur un même réseau physique à l'aide de bus ou de concentrateurs, de hub. Lorsqu'une machine assez connectée envoie un signal sur le réseau, il est automatiquement propagé à tout le réseau physique et est donc reçu par toutes les machines qui y sont connectées. Premier problème, comment spécifier dans la trame que j'envoie que la trame est destinée à un ordinateur en particulier? Par exemple, soit les machines A, B et C connectées sur le même réseau. Imaginons que la machine A veuille que sa trame soit adressée particulièrement à la machine C. Il écrit en tête de la trame l'adresse Ethernet de l'expéditeur, qu'on appelle aussi adresse source, donc sa propre adresse, et l'adresse Ethernet du destinataire, donc ici celle de C, c'est-à-dire 00 10 83 04 94 58, et l'envoie ensuite sur le réseau. Le réseau est à diffusion systématique, donc la trame va être reçue par toutes les machines. La machine B va recevoir la trame, va regarder l'adresse du destinataire, va la comparer à sa propre adresse, et comme cela ne correspond pas, il va écarter la trame. La machine C, elle, va recevoir aussi la trame, va regarder l'adresse du destinataire, va la comparer à sa propre adresse, et comme cela correspond bien, la machine C considérera la trame comme lui étant bien adressée et va le traiter. Un autre exemple ici, cette fois-ci la machine A adresse sa trame vers une adresse Ethernet qui ne correspond à aucune machine du réseau. Chaque machine qui reçoit cette trame voit d'après l'adresse Ethernet de destination que cela ne lui correspond pas et ignorera la trame. Cette trame ne sera jamais traitée. Alors il existe une adresse Ethernet particulière, celle où tous les bits sont à 1. Donc en hexadécimal, cela correspond à l'adresse FF, 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 FF. Évidemment, cette adresse n'est jamais attribuée à une carte réseau en particulier. Cette adresse, c'est une adresse de diffusion. Cette adresse de diffusion, toutes les cartes réseau la connaissent. Lorsqu'une trame est envoyée vers l'adresse de diffusion, toutes les machines du réseau considèrent ce datagramme comme leur étant adressé et le traitent. Alors, comment est-ce construit une trame Ethernet? D'un préambule, de la trame Ethernet proprement dit, et d'une somme de contrôle. Le préambule permet de synchroniser les horloges entre l'émetteur et les récepteurs. Il est composé de 7 séquences de 10, 10, 10, 10 et d'un délimiteur 10, 10, 10, 11, soit en hexadécimal, 7 fois 55 et 1 des 5. La somme de contrôle permet à la carte de vérifier l'intégrité de la trame. Le préambule et la somme de contrôle sont ensuite filtrés par la carte réseau. Nous nous intéressons donc à la trame Ethernet proprement dite. L'entête de la trame Ethernet se compose de la manière suivante. Sur 6 octets, l'adresse Ethernet destination, puis sur les 6 octets suivants, l'adresse Ethernet source,
puis sur 2 octets, le code associé au type des données transportées. Les données transportées suivent ensuite l'entête. Par exemple, soit la trame Ethernet interceptée suivante. En prenant les 6 premiers octets, on a l'adresse Ethernet de la carte réseau destinataire de cette trame. En prenant les 6 octets suivants, on a l'adresse Ethernet de la carte réseau ayant envoyé cette trame. Le type des données transportées est 0800 et tout le reste est la donnée transportée en elle-même. Alors dans la normalisation, il y a en effet un codage spécifique pour le type de données transportées. Par exemple, 0800, c'est pour coder le type IP version 4, celui qu'on utilise actuellement sur l'Internet. Il y a d'autres types, comme par exemple 0806 pour ARP, qu'on étudiera dans une capsule vidéo suivante, ou 86DD pour le type IP version 6, que l'on verra dans un autre module. Alors au final, notre datagramme exemple, c'est un datagramme Ethernet émis par une carte d'adresse Ethernet 000FEABAEF2C et à destination d'une carte Ethernet d'adresse Ethernet 00192154FD4C et qui transporte un message de type IP version 4. Voilà, on a quasiment tout ce qu'il faut pour envoyer des données sur un même réseau physique reliant plusieurs machines. Une adresse unique pour chacun, un format de données normalisé pour transmettre l'information, une manière d'envoyer les trames pour qu'elles ne soient traitées que par la machine destinataire et une adresse de diffusion à utiliser éventuellement. Alors tout cela marche très bien pour permettre aux machines de s'envoyer des messages en utilisant le support physique commun. Mais que se passe-t-il si 2 machines veulent communiquer en même temps? Alors soit le réseau composé des machines suivantes, A, B et C, qui communiquent via le support partagé. Supposons qu'à un instant, la machine C décide d'envoyer quelque chose sur le réseau sans s'apercevoir que la machine A est déjà en train d'émettre. La machine A envoie son message et le signal électrique correspondant à son message va se propager sur le réseau. Au même instant, la machine C envoie le signal correspondant à son message sur le réseau. Alors il en résulte ce qui s'appelle une collision, une sorte de bouillie de signal qui ne correspond ni au message envoyé par A, ni au message envoyé par C. Alors la technique utilisée pour se prémunir de ce genre de problème s'appelle CSMACD, et ça comprend plusieurs mécanismes que l'on va voir tout de suite. Tout d'abord, avant d'émettre, on va écouter le réseau pour savoir si quelqu'un n'est pas déjà en train d'émettre. Si quelqu'un est déjà en train d'émettre, la machine va attendre avant d'envoyer son propre message. Par exemple ici, si C veut envoyer un message, il écoute le réseau. Il s'aperçoit qu'il y a déjà un signal qui se propage et donc il attend sagement qu'il n'y ait plus rien sur le réseau avant d'émettre à son tour. Alors il peut arriver qu'on n'ait pas de chance et que A et C décident simultanément d'envoyer un message. Alors chacun écoute le réseau, voit qu'il n'y a personne qui émet et donc se dit la voie est libre et émet. Les 2 trames sont envoyées en même temps sur le réseau et cela résulte en cette espèce de bouillie de signal qui n'a rien à voir ni avec la trame de A ni avec la trame de C. Il y a collision. Il faut donc que juste après l'émission, les machines puissent être capables de s'apercevoir si leur message a bien été propagé. Donc, en même temps que les machines envoient leur message, elles doivent également écouter le réseau pour voir si ce qu'elles entendent correspond bien à ce qu'elles ont envoyé. Dans notre exemple, il y a eu collision. La première machine, en écoutant, se dit que ce qu'elle écoute n'a rien à voir avec ce qu'elle a envoyé, et elle interrompt l'émission. La seconde machine, en écoutant, se dit que ce qu'elle écoute n'a rien à voir avec ce qu'elle a envoyé, et interrompt également l'émission. Et ensuite, puisque les machines se sont aperçues que le message n'a pas été transmis, elles savent qu'elles n'ont plus qu'à réémettre chacune leur message. Alors évidemment, il ne faut pas qu'elles décident simultanément de renvoyer leur message, sinon ça va refaire une collision. Alors comment on fait? Chacune d'elles tire un nombre aléatoire de millisecondes et attendent ce délai avant de renvoyer à nouveau leur trame. Toute cette procédure se nomme CSMACD, écoute de la ligne porteuse à multiple accès et détection de collision. Alors récapitulatif de CSMACD, avant d'émettre, on écoute le réseau, émettre si la voie est libre et écouter si le message a bien été envoyé. Si le message n'a pas été envoyé, attendre un délai aléatoire et renvoyer le message. Alors nous avons vu dans la capsule vidéo sur la couche matérielle que nous pouvions utiliser le bus ou le concentrateur, le hub, pour propager le signal d'une machine à l'autre.
Si beaucoup de machines communiquent sur le même réseau, vu qu'il y a diffusion systématique, c'est-à-dire que même lorsqu'une machine veut envoyer une trame vers une autre machine, toutes les machines reçoivent une copie de cette trame, qu'elle jette ensuite, plus il y a de machines, plus le risque de collision est grand. De plus, j'ai bien dit que lorsqu'une machine reçoit une trame qui ne lui est pas adressée, le comportement par défaut de la carte est de jeter la trame. Mais il se peut qu'il y ait des machines bien moins élevées que cela et qui vont quand même lire la trame, même si elle ne leur est pas adressée. Et donc pouvoir lire les trames composant la communication entre deux autres machines. D'après vous, qu'est-ce que ça implique du point de vue sécurité? Alors un équipement intéressant est le commutateur, qu'on appelle aussi switch. Il a la même allure que le concentrateur, que le hub, mais fonctionne différemment. Il sert également à connecter des machines sur le même réseau physique. En revanche, il est un peu plus perfectionné. Plutôt que de transmettre systématiquement le signal à toutes les machines connectées à ses ports, le switch lui garde en mémoire l'association entre les adresses Ethernet et le port sur lequel la machine associée est connectée. Et il ne va retransmettre la trame que vers le port concerné, et donc que vers la machine destinataire. Comme le switch travaille au niveau Ethernet, il est dit de niveau 2, contrairement au hub qui reste de niveau 1. Cela dit, de nos jours, et pour ces raisons de performance et de sécurité, vous ne trouverez plus que des switches. En pratique, sur tous les systèmes d'exploitation, vous pouvez afficher les informations de votre interface réseau. Alors sous FreeBSD et Linux, la commande ifconfig-a vous affichera les informations sur votre carte Ethernet, dont notamment son adresse Ethernet. Sous Windows, la commande ipconfig/all vous affichera les informations de votre interface Ethernet, dont son adresse Ethernet. Et enfin, sur quasiment tous les systèmes, d'autres outils, graphiques ou pas, peuvent exister pour afficher ces informations.